All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience à la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, everybody. Court officer, please call the case. Thank you, Mr. President. The situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the prosecutor versus Bosco Ntaganda. Case reference ICC 0104-0206. And for the record, we are in open session. Thank you, court officer. Before we continue with the closing arguments of the first of the legal representative of victims, I will briefly deal with a procedural matter. On 21st August 2018, the Chamber instructed the parties via email to liaise to determine whether they can agree on one or more map or maps that are already in evidence and which accurately portray the area subject to the charges, to serve as a common understanding of where the different locations discussed throughout the case are located. On 27 August 2018, the parties indicated by email that they could not agree on one or more maps, and each provided a list of maps and or sketches that are already in evidence, which in their respective submissions accurately show the relevant locations. In addition, the prosecution informed the Chamber that the parties have discussed the possibility to use the geocoordinates confirmed by expert witness P810 to the extent they are accepted as accurate by the defense and to plot them on a specific map of the relevant area. This annotated map, the original of which is already in evidence, would then be submitted by the parties to the Chamber. The Chamber considers that such annotated map would be an useful addition to the case record and instructs the parties to proceed as proposed. The parties are therefore instructed to provide within a week from now the annotated map to the Chamber together with their express agreement as to the locations plotted on the map in order to allow the Chamber to treat this as non-contested pursuant to Rule 68 of the rules. Any comment or questions as regards this instruction? I don't see that it would be the case. So it means that we can proceed with our agenda as planned. This first session, which is going to take 2 hours, should be devoted to presentations of closing statements by representatives of victims. So now I am giving for first of them, Ms. Pelle. Ms. Pelle, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, Maître Franck Moulenda, qui n'a malheureusement pas pu être présent pour des raisons médicales aujourd'hui, Alejandro Kiss et moi-même représentons 283 anciens enfants soldats dans la présente procédure. 140 d'entre eux participent depuis le stade préliminaire de l'affaire et les autres ont été admis à participer par votre chambre au stade du procès. J'ai eu l'occasion de rappeler
l'importance que revêt ce procès pour nos clients, notamment dans mes déclarations d'ouverture à l'audience de confirmation des charges et celles délivrées à l'ouverture du procès. Ceci est toujours d'actualité 3 ans après, presque jour pour jour, après l'ouverture du procès, et plus de 15 ans après la commission de ces crimes odieux. Si rien ne pourra jamais leur rendre leur enfance volée, ce procès a permis aux victimes d'exister, de faire reconnaître le préjudice irréversible qu'elles ont subi, de faire entendre leur voix et dans une certaine mesure leur colère. J'ai également eu à rappeler à de maintes reprises que la justice que vous rendrez le sera en leur nom, au nom des victimes nombreuses qui ont choisi d'oublier, au nom de celles qui sont mortes sur le champ de bataille. Que la défense ait choisi d'ignorer les soumissions écrites des victimes, ou à tout le moins ait feint de les ignorer, ne doit pas faire perdre de vue l'importance de leur apport au cours du procès. Non, les victimes ne sont pas un double procureur. Nous avons amplement développé nos arguments à cet égard dans nos soumissions finales écrites. Il s'agit du document 2276 conf du 20 avril 2018, et précisément au paragraphe 3 à 7, et je n'y reviendrai pas, si ce n'est pour rappeler à nouveau que le droit des victimes à participer à la procédure fait intégralement partie du droit statutaire de la Cour. Je tiens d'ailleurs à remercier la Chambre qui nous a donné une certaine place au cours de ce procès. Oui, les victimes méritent un minimum de respect et non pas uniquement de façade, ce qui est parfaitement compatible avec les droits de la défense à un procès juste et équitable. Ceci étant dit, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, vous avez à votre disposition l'ensemble des soumissions que nous avons produites au cours de ce procès, et afin de ne pas faire perdre à la Chambre un temps précieux, je les réitère aujourd'hui intégralement, sans qu'il soit besoin de revenir sur chaque point en détail. Je fais référence donc à l'ensemble de nos soumissions, mais principalement, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, à nos soumissions finales écrites, dont j'ai fait référence précédemment, et à la réponse aux soumissions écrites de la défense. Il s'agit du document 2304 conf du 17 juillet 2018. Bien entendu, pour les besoins de l'exercice qui nous occupe depuis hier, j'en rappellerai certaines lorsque j'aborderai la partie juridique de mes conclusions à proprement parler. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, je me dois également de rappeler que la représentation des victimes dans une affaire devant la Cour prend nécessairement en compte leurs vues et préoccupations. Vues et préoccupations qui sont ensuite transposées en langage juridique pour les besoins de la procédure. Collecter les vues et préoccupations de 283 anciens enfants soldats, tout en étant présents chaque jour en salle d'audience, n'est pas chose facile. Et je tiens ici à remercier Maître Franck Moulenda pour sa disponibilité sans faille, mais aussi nos autres personnes de contact qui ont rendu cette tâche importante et ô combien nécessaire possible. À cette fin, et comme rappelé dans nos soumissions finales écrites, nous avons entrepris 16 missions en Ituri, en Afrique et ailleurs dans le monde, depuis le début du procès, le 2 septembre 2015. Et en dehors de cette présence physique, lorsqu'elle était possible, le Conseil sur le terrain maintenait, et maintient toujours aujourd'hui, un lien constant avec les victimes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces missions nous ont permis de rencontrer virtuellement l'ensemble des victimes que nous représentons, à plusieurs reprises pour la très vaste majorité d'entre elles. Tout au long de ces rencontres, les victimes ont toujours mis en avant leur besoin de connaître la vérité sur les événements qui les ont victimisées il y a 15 ans.
Elles ont fait part de leur volonté de voir condamner une des personnes qu'elles estiment responsables de leur enrôlement, de leur conscription, de leur participation active aux hostilités, de leur viol et de leur maintien en esclavage sexuel. Elles espèrent pouvoir obtenir réparation, même si, contrairement à ce qu'avance la défense, mais j'y reviendrai, cet espoir ne constitue pas une fin en soi. Et plus encore, alors que la procédure en réparation pendante depuis 2012 dans l'affaire Lubanga n'a produit aucun résultat tangible sur le terrain à l'heure actuelle. À cet égard, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, il est particulièrement inquiétant que la défense, loin de reconnaître le droit statutaire des victimes à demander réparation pour les crimes qu'elles ont subis, interprète cette possibilité comme une incitation pour elles à ne pas dire la vérité. J'ai également eu à rappeler les différents types de victimisation subis par les victimes que je représente, et je n'y reviendrai pas. Je renvoie pour cela à mes déclarations d'ouverture du procès, et il n'est point besoin de les répéter. Si les enfants soldats forment un groupe hétérogène, soit en raison de leur origine ethnique, en raison des crimes qu'elles ont subis, ou en raison du fait que certaines d'entre elles, que certains d'entre eux, ont participé au procès intenté à l'encontre de Thomas Lubanga Diillo, leurs attentes sont sensiblement les mêmes. 15 ans après la commission des crimes à l'origine de leur victimisation, elles attendent que justice soit rendue. 15 ans. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, c'est plus que l'âge qu'avaient les victimes les plus âgées lorsqu'elles ont été recrutées et utilisées dans les hostilités par l'UPC-FPLC, violées et maintenues en esclavage sexuel. Outre la barbarie attachée à ces crimes commis envers des enfants, les faits qui vous ont été soumis tout au long de ce procès revêtent une importance considérable. Ils ont, par définition, victimisé des enfants, personnes vulnérables qui bénéficient d'une protection accrue en vertu du statut de Rome. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, le plus jeune de ces enfants avait 7 ans et demi quand il a intégré l'UPC-FPLC. La plus âgée a fêté son 15e anniversaire dans les rangs de la milice. Mais ces faits sont d'autant plus importants que les crimes sexuels dont ont été victimes nombre d'enfants soldats n'ont pas été poursuivis en tant que tels au cours du procès intenté à l'encontre de Thomas Lubanga Diillo. Et enfin, ces faits sont particulièrement importants à la lumière du contexte actuel de recrudescence des violences interethniques sur le territoire de l'Ituri. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, la fin de l'impunité en la matière est fondamentale et servira de signal fort. Cette responsabilité de juger est la vôtre. Mais il faut également garder à l'esprit qu'elle dépasse le cadre strictement juridique. En effet, le droit d'oublier est un corollaire indispensable à la reconstruction des victimes des atrocités commises en Ituri en 2002-2003. Et pourtant, le fait même d'avoir eu le courage de remplir un formulaire de participation les oblige à être confrontés à ces crimes odieux, inlassablement. Il est temps, 15 ans après la commission de ces crimes, de permettre aux victimes d'oublier et de tenter de se reconstruire en rendant un verdict de culpabilité. Avant de m'attarder plus avant sur certains points juridiques spécifiques, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, je souhaiterais faire une remarque concernant la réplique de la défense à la réponse du procureur concernant les soumissions écrites finales de la défense. Il s'agit du document 2307 conf du 1er août 2018. En effet, de réplique, cette soumission n'en a que le nom. Il ne s'agit ni plus ni moins d'un deuxième closing brief de la défense. Elle se contente de reprendre et de développer les mêmes points que ceux développés dans leur
premier Defense Closing Brief. Il s'agit du numéro 2298 conf du 2 juillet 2018. Elle ne répond en aucun cas à d'éventuelles, je cite le statut de Rome, questions nouvelles qui n'auraient pas pu être anticipées et qui auraient pu être développées dans leurs réponses respectives par le procureur ou les représentants légaux des victimes, conformément à la norme 24.5 du règlement de la Cour. En tant que telle, elle devrait donc être rejetée. Mais puisque cette supposée réplique n'apporte rien de nouveau, je réitère à nouveau intégralement les développements contenus dans les soumissions finales écrites faites au nom des anciens enfants soldats. Et dans la réponse aux soumissions finales de la défense que nous avons produites le 17 juillet 2018. Nous avons amplement démontré par écrit que M. Ntaganda est coupable de l'ensemble des charges retenues contre lui concernant les anciens enfants soldats, et il n'est pas nécessaire de répéter un argument pour lui conférer plus de force. Cependant, puisque ce document est pour l'heure confidentiel, pour le bénéfice du public, et puisque ces points concernent directement les intérêts des 283 anciens enfants soldats que nous représentons, je vous demanderai, Monsieur le Président, de donner la parole à Alejandro Kiss pour qu'il en fasse état succinctement. Ils n'ont bien évidemment rien de confidentiel, et je précise, Monsieur le Président, que le temps imparti ne nous permet pas de les lister exhaustivement, et le fait que certains points juridiques ne soient pas repris aujourd'hui ne signifie en rien que nous y renonçons. All right. Good morning, Mr. President, Your Honors. First, we would like to address a few evidentiary issues. For the most part, the defense challenges incriminating evidence on the basis of the testimony of the accused and the logbooks admitted into the record of the case. As you know, Mr. Ntaganda chose to testify as the second witness during the presentation of the defense evidence. As a consequence, all defense witnesses who testified after him had the opportunity to hear his evidence, which occurred, for the overwhelming part, in public session. Rule 140 sub 3 of the Rules of Procedure and Evidence provides that when a witness testified after hearing the testimony of others, this fact shall be noted in the record and considered by the trial chamber when evaluating the relevant evidence. We submit that not only this fact, but also the suspicious verbatim coincidences between the evidence of the accused and that of the subsequent witnesses, as well as the internal inconsistencies, shall be weighed by the chamber when assessing the evidence of these defense witnesses. Moreover, we submit that in its consideration of the evidence, the chamber shall take into account the jurisprudence of the court relevant to the standard of proof and the facts to which said standard applies. Indeed, contrary to the jurisprudence of the court, the defense requests that collateral facts be proven beyond reasonable doubt, and this is a standard only applicable to material facts. The defense points to a number of inconsistencies in the evidence, losing sight of the fact that such inconsistencies can be properly resolved by a reasonable interpretation of the relevant testimony and in view of other evidence on the record. The defense proposes a piecemeal approach to the assessment of the evidence, and it discredits incriminating evidence pointing to peripheral detail and secondary imprecisions. The defense challenges inferences adverse to the accused without showing that alternative inferences are also reasonable on the basis of the case record, and it challenges the credibility and reliability of individual items of evidence without addressing that they are corroborated by other pieces of evidence.
Mr. Kiss, as usual, please slightly slow down because to have a precise transcript. Of Okay, course. thank you. The accused insisted all along his lengthy testimony that there were simply no children below the age of 18 in the UPC FPLC. This allegation raises one of the most significant evidentiary issues that affect the interests of the victims we represent, which is the determination that the children were under the age of 15 during the time frame of the charges. We have noted and discussed the existence of documents stating different dates of birth for the same victims, and we have explained why this should not be enough reason to disqualify such evidence. The issue of age determination is not new to the jurisprudence of the court and other tribunals. In this regard, we wish to recall that the ICC and the Special Court for Sierra Leone has accepted the evidence of witnesses who, assessing the physical appearance, the behavior, and the development of children, concluded that they were under the age of 15. The appeals chamber in the Lubanga case accepted visual assessments of age, even where witnesses provided said evidence several years after the events. The appeals chamber clarified that such evidence did not need corroboration and could be relied on under the only condition that chambers apply a sufficient margin of error. This is developed at paragraph 233 to 235 of said judgment. Second, we would like to refer to the scope of the charges. The defense alleges that the acts underpinning counts 6, 9, 14, 15, and 16 have not been described with enough detail to meet the requirements of Regulation 52B of the regulations of the court. We submit that the accused has had a fair trial and adequate notice of the nature, cause, and content of the charges has been provided. In its recent judgment in the Bemba case, the appeals chamber has not made it mandatory for the prosecution to plead, for the pretrial chamber to confirm, and for the trial chamber to enter a conviction in relation to specific criminal acts, such as the recruitment, rape, or sexual enslavement of a particular child. The prosecutor retains discretion to formulate the charges in a manner appropriate to the specificities of the crime she decides to prosecute. If her investigations support a case of mass criminality, where an accused is not likely personally carrying out the acts underlying a myriad of crimes, the charges may be properly formulated on the basis of parameters, as opposed to specific criminal acts. Mr. President, Your Honors, the legal representative referred in her response to the defense closing brief to the relevant parts of the confirmation decision and the updated document containing the charges where adequate notice has been provided. We have shown that the charges in the present case have been described by reference to parameters rather than specific criminal acts. We do not intend to take up the court's valuable time and resources retracing all grounds, but there are some important matters we need to highlight. Briefly, in relation to the charges of enlistment, conscription, and use of children under the age of 15 to actively participate in hostilities, there is no room for misunderstanding that they have been formulated broadly. They have not been limited to the specific criminal acts discussed in the confirmation decision, but relate to a campaign, as it was the case in the Lubanga proceedings. There is no doubt about it
given the references to, inter alia, the implementation of a campaign of conscription and enlistment of soldiers, including men, women, and children without regard to their age, and the pressure being exercised on HEMA families to contribute to the war effort by providing children. The charges of rape and sexual enslavement of child soldiers cannot be interpreted narrowly either. Indeed, the confirmation decision has been explicit in this respect. It provides at paragraph 81, I quote, "The crimes under counts 6 and 9 are demonstrated," and I underline demonstrated, "by a set of findings of the chamber," end of quote. The pretrial chamber went on to set out a number of examples establishing the crimes of rape and sexual enslavement. It follows that the specific instances of rape and sexual enslavement discussed in the confirmation decision are not the charges in the present case, but evidence tendered in support, or in the language of the pretrial chamber, as demonstration of broader charges. Mr. President, Your Honors, finally, we would like to address a few discrete issues in relation to the applicable substantive law. The Court already developed voluminous jurisprudence dealing with the legal interpretation of the element of the war crimes of enlistment and conscription of children under the age of 15 in an armed group, the use of children under the age of 15 to actively participate in hostilities, rape, and sexual slavery. The legal representative has comprehensively identified the relevant jurisprudence in her closing brief, and we request the Chamber not to deviate from this jurisprudence. With regard to the accused's criminal liability, the decision on the confirmation of charges set out alternative modes of liability in relation to counts 6, 9, 14, 15, and 16. We submit that the Chamber should resolve the concurrence of modes of liability, labeling the responsibility of the accused in a manner that fully expresses his wrongdoing. In the recent Bemba et al. Judgment of the Appeals Chamber endorsed that the concurrence of offenses is properly resolved by application of the rules of speciality, consumption, and subsidiarity. This is developed at paragraph 750 and subsequent of said judgment. We submit that these rules must also guide the work of the Chamber when resolving the concurrence of modes of liability. As set out consistently in the jurisprudence of the ICTY Appeals Chamber, trial chambers are not inherently precluded from entering a conviction on the basis of more than one mode of liability, if this is necessary to reflect the totality of an accused's criminal conduct. For instance, the ICTY Appeals Chamber reiterated this principle in its judgment in the Prosecutor versus Tordevi case, at paragraph 831. In the Bemba trial judgment, Trial Chamber 3 acknowledged an important notion, that in certain circumstances, a commander's conduct can be capable of satisfying the material elements of more than one mode of liability. And this is at paragraph 174. We submit that in order to properly reflect the totality of Mr. Ntaganda's criminal conduct, command responsibility should be imposed cumulatively with other modes of liability.
Significantly, the accused is responsible for the state of vulnerability that suffer his victims. Accordingly, his duty to exercise proper control over subordinates require particular measures to prevent that these children were subject of the variety of abuses, including sexual violence. Without a cumulative imposition of command responsibility, this aspect of Mr. Ntaganda's liability would not be properly covered. Mr. President, I would be grateful if you could now give the floor back to Ms. Pelé to conclude these closing statements on behalf of the former child soldiers. For sure, Mr. Kiss, thank you. Before doing that, may I just use your assistance in correction of the transcript? Yeah. At page 14, line 23, yeah, you mentioned, you referred to ICTY appeals decision prosecution versus, at the moment we have TORE, which I guess is probably not the right spelling. Could you correct that, please? Of course. Is Dordevic, D-O-R-D-E-V-I-C. Thank you very much, You're Mr. welcome. Kiss. And now I'm returning floor back to Ms. Pelé. Ms. Pelé, please. Merci, Monsieur le Président. Dans les dernières minutes de mon intervention, je souhaiterais revenir plus en détail sur 3 points importants concernant directement les intérêts personnels de mes clients. Le premier concerne la tentative désespérée de la défense de justifier l'absence d'enfants de moins de 15 ans dans les rangs de l'UPC-FPLC en expliquant qu'aucune preuve directe de cette présence n'a été présentée au cours du procès, et ce, en dépit de l'aveu même de la défense, du fait que cette preuve aurait été disponible en abondance, puisque 283 anciens enfants soldats participent à la procédure. Ce faisant, et sans avancer la moindre preuve à l'appui de cette affirmation, elle remet en cause le statut que vous avez accordé à 283 personnes en expliquant que chacune d'entre elles aurait menti sur son âge puisque sa seule motivation serait, selon la défense, d'obtenir une compensation financière pour un crime qu'elle n'a pas subi. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, cette affirmation abjecte ne s'appuie sur aucune preuve disponible dans le dossier de l'affaire, autre que des préjugés en violation de toute norme établie par la Cour, selon laquelle le doute raisonnable doit être fondé sur la logique et le bon sens et avoir un lien rationnel avec la preuve, l'absence de preuve ou des incohérences dans la preuve. Le choix de ne pas appeler les victimes à témoigner ne saurait démontrer, ni même suggérer simplement l'absence d'enfants dans les rangs de l'UPC-FPLC. Elle démontre en revanche, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, que l'accusation est consciente que le fait d'appeler les victimes à répéter leur histoire devant la Cour soulève non seulement des questions de sécurité, mais peut aussi être la cause d'un nouveau traumatisme. Je l'ai déjà évoqué précédemment, 15 ans après la commission des crimes qui les ont victimisés, mes clients ont le droit d'oublier, sans quoi leur reconstruction resterait impossible. Monsieur le Président, ceci m'amène à mon deuxième point concernant précisément les problèmes de mémoire des anciens enfants soldats qui ont été systématiquement utilisés par la défense
pour mettre en cause la crédibilité de leurs témoignages. À cet égard, qu'il me soit permis de rappeler que, confrontés à cette question, les chambres de première instance 1, 2 et 3, jugeant respectivement M. Lubanga, Katanga, Ngudjolo Chui et M. Bemba, ont clairement établi, et je cite le paragraphe 103 du jugement Lubanga, qui a été repris par la suite par les autres chambres auxquelles j'ai fait référence. Je cite donc: en raison du contexte général de l'affaire et de la situation de chacun des témoins, les témoignages pouvaient présenter certaines imprécisions, invraisemblances ou incohérences. Ainsi, les charges se rapportant à des événements qui ont eu lieu en 2000, les charges se rapportent, Monsieur le Président, à des événements qui ont eu lieu en 2002 et 2003. Les souvenirs s'estompent et les témoins qui étaient enfants, à l'époque considérée, ou qui ont été traumatisés, peuvent avoir du mal à restituer les faits de manière cohérente, complète et logique. D'autres raisons peuvent avoir causé des distorsions dans les dépositions de certains témoins, et la Chambre en a tenu compte dans son appréciation globale des récits en question. Dès lors, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, la jurisprudence de la Cour est constante, à l'effet que les problèmes de mémoire et les éventuelles contradictions dans les témoignages des anciens enfants soldats sur des événements qui se sont déroulés il y a un grand nombre d'années font l'objet de considérations spéciales et s'expliquent aisément. Ce qui était vrai il y a 6 ans l'est d'autant plus 15 ans après la commission des crimes en question. Les affirmations de la défense en la matière sont donc dénuées de tout fondement. Enfin, et ce sera mon dernier point, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, je laisse à votre entière discrétion le fait de comprendre pourquoi la défense essaie désespérément de se débarrasser purement et simplement des témoignages de P10 et P883, en arguant que l'accusation devrait ouvrir des enquêtes les concernant au titre de l'article 70 du statut relative à d'éventuelles atteintes à l'administration de la justice. La seule raison envisageable, selon moi, réside immanquablement dans les preuves accablantes que contiennent leurs témoignages respectifs. Nous avons, en tant que représentant légal de ces deux témoins, tout comme l'accusation, expliqué les éventuelles divergences présentes dans leurs témoignages respectifs et démontré qu'elles ne sauraient affecter leur crédibilité. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, ce n'est pas sérieux, surtout venant de la défense de Monsieur Ntaganda. Il ne s'agit ni plus ni moins de ce que la défense elle-même qualifie d'élucubration sensationnaliste non corroborée. La réalité, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, est que l'ensemble des éléments de preuve soumis au cours du procès prouvent, au-delà de tout doute raisonnable, que l'accusé a contribué, quand il ne les a pas recrutés directement, au recrutement de milliers d'enfants de moins de 15 ans dans les rangs de l'UPC-FPLC. L'ensemble des éléments de preuve soumis au cours du procès prouvent, au-delà de tout doute raisonnable, que l'accusé les a ensuite formés à grand renfort de traitements inhumains et dégradants et les a fait participer à la mise en place de centres dans lesquels cette formation était dispensée. L'ensemble des éléments de preuve soumis au cours du procès prouvent,
au-delà de tout doute raisonnable, que l'accusé les a ensuite utilisés pour les faire participer activement aux hostilités, ou assommés par les drogues et l'alcool, ils étaient utilisés pour tuer, piller et quelquefois violer l'ennemi. L'ensemble des éléments de preuve soumis au cours du procès prouvent, au-delà de tout doute raisonnable, que ces enfants étaient bien souvent gardes du corps de l'accusé et d'autres commandants de l'UPC-FPLC. L'ensemble des éléments de preuve soumis au cours du procès prouvent, au-delà de tout doute raisonnable, qu'à tout le moins, en ce qui concerne les viols et l'esclavage sexuel des enfants soldats, l'accusé n'a pas empêché ses lieutenants et les autres miliciens d'agir de la sorte. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, à l'heure où les violences ethniques frappent à nouveau l'Ituri, les victimes que je représente n'ont plus beaucoup d'espoir de se reconstruire. Leur enfance volée, je l'ai dit, ne leur sera jamais restituée. Leur situation matérielle, durement affectée par leur déscolarisation liée à leur recrutement dans l'UPC-FPLC, ne changera jamais drastiquement. Leurs plaies, tant physiques que psychologiques, ne se refermeront jamais. Elles continueront inlassablement à voir le visage de leurs violeurs dans les yeux de leurs enfants nés des viols répétés qu'elles ont subis dans les rangs de la milice. Et elles continuent à vivre dans la crainte que leurs enfants subissent le même sort que le leur. Vous devez, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, mettre un terme à l'impunité en la matière, en condamnant Monsieur Bosco Ntaganda pour l'ensemble des charges retenues contre lui concernant les enfants soldats, et donner ainsi plein effet au préambule du statut de Rome, qui précise que sa finalité est, je cite, « de mettre un terme à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes. » Cela conclut, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, les conclusions faites au nom des anciens enfants soldats. Je vous remercie. Thank you very much, Ms. Pillay. And the next hour of this session will be devoted to the presentation of Mr. Suprun, presentation of closing brief on behalf of victims of the attacks. Mr. Suprun, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, le procès qui prend fin aujourd'hui marque une page importante de la lutte contre l'impunité au regard des événements survenus sur le territoire de l'Ituri en 2002-2003, événements constituant probablement l'un des chapitres les plus tragiques dans l'histoire récente de la République démocratique du Congo. Jusqu'à ce jour, aucun responsable des atrocités commises en Ituri, à l'échelle étendue, systématique et généralisée, à l'encontre de la population civile, n'a jamais été établi, condamné ni puni. De nombreuses victimes des attaques, de ces atrocités, qui avaient été abandonnées pendant très longtemps, dans leur chagrin et dans leur douleur, et qui avaient été privées de tout accès à la justice, arrivent enfin, bien que 15 ans après les événements qui les ont touchés, au moment de la vérité, et ont maintenant une véritable chance
de voir la justice rendue par la Cour pénale internationale. Le procès qui prend fin aujourd'hui marque également une page importante de l'histoire de la Cour pénale internationale, puisqu'il s'agit du dossier le plus large, traité jusqu'à aujourd'hui, eu égard à son étendue temporelle, matérielle et territoriale. En effet, les présentes affaires portent sur 18 chefs d'accusation, qui se rapportent non pas à des actes isolés, mais aux crimes commis de façon systématique et généralisée, dans le cadre d'une situation continue, dans de multiples localités à travers toute l'Ituri, parmi lesquelles Mongvalu, Sayo, Kobu, Kilo, Bambou, Lipri, Nyangarai et plusieurs autres villages voisins. Les événements concernés par les présentes affaires ont donné lieu à un énorme degré de victimisation au niveau individuel et communautaire et ont causé non seulement de multiples formes de préjudices immédiats, mais aussi et surtout des conséquences néfastes à long terme. Les victimes des attaques qui participent dans la présente affaire et qui habitent encore et toujours dans les villages les plus touchés par les événements de 2002-2003 se disent profondément frustrés de n'avoir jamais obtenu, depuis 15 ans déjà, aucune aide ou assistance réelle, matérielle, psychologique ou médicale, de qui que ce soit, ni de la part du Fonds au profit des victimes, ni de la part des organismes humanitaires nationaux ou internationaux, ni encore moins de la part des autorités congolaises. Depuis 15 ans, les victimes de la guerre se sont senties et se sentent encore et toujours abandonnées sans aucune ou très peu possibilité de reconstituer leur vie. L'extrême pauvreté, un manque d'accès à l'eau propre et aux soins médicaux de base, un rebondissement des maladies graves telles que VIH et choléra, un traumatisme psychologique et permanent, jamais traité depuis les événements combinés accentués de stress quotidien, un abus d'alcool et de drogue, l'incertitude permanente et continue quant à l'avenir. Voici une image non complète des communautés de l'Ituri les plus touchées par la guerre, qui revêt un caractère d'une crise, voire catastrophe humanitaire. L'insécurité quasi permanente qui règne en Ituri depuis des années, qui est nourrie par les différents groupes de milices locales, commettant beaucoup d'exactions sur la population civile, ne fait que contribuer davantage à l'incertitude au sein de communautés et pousse à nouveau des milliers de personnes à abandonner leurs habitations afin de fuir des affrontements. En manque de l'autorité de l'État sur la région, entendue comme la défaillance ou le dysfonctionnement de l'administration publique, combiné avec les tensions récentes dans le pays, contribue à l'exacerbation de nouveaux conflits. Il ne fait qu'aggraver la situation humanitaire de ceux qui attendent un quelconque aide depuis les années. Ma collègue Metcherin Luzaizou va présenter un peu plus tard les vues et préoccupations des victimes relatives aux conséquences qu'ils ont subies suite aux événements en Ituri en 2002-2003. Il va fournir à cet égard plusieurs exemples afin de démontrer les situations actuelles des victimes et celles des villages les plus concernés. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, 1859 personnes ont été autorisées à participer au procès dans la présente affaire, en qualité de victimes des attaques contre la population civile. Hélas, 55 victimes ne verront jamais l'issue de ce procès puisqu'ils sont décédés. 42 personnes, membres proches de famille des victimes décédées, ont été autorisées à reprendre l'action. Cela ramène donc à 1846 le nombre actuel des victimes des attaques qui participent à ce jour-là à la procédure et que j'ai l'honneur de représenter devant cette honorable chambre. Parmi les victimes participantes,
766 sont des femmes et 1080 sont des hommes. Ils sont toutes des personnes civiles qui n'ont jamais fait partie de quelconque groupe armé. Depuis les événements, la plupart des victimes ont continué à résider dans les villages les plus touchés par la guerre, bien que la détérioration récente de la situation sécuritaire ait poussé de nombreuses victimes à quitter leurs villages respectifs pour aller chercher encore et à nouveau un refuge ailleurs, en dehors de l'Ituri. Parmi les victimes participantes, 1083 victimes de meurtre des membres de leur famille, 1202 victimes de pillage, 910 victimes de destruction de leur propriété, 41 victimes directes ou indirectes de violences sexuelles, 423 victimes de transferts forcés, et la grande majorité des victimes a été persécutée. 80% des victimes participantes sont d'origine ethnique lendou, alors que le reste appartient aux ethnies Ngiti, Nandé, Bira et Nyali, avec quelque peu originaires ethniques Emma. Mais ce n'est qu'une partie infime de l'ensemble des victimes des événements tragiques concernés par la présente affaire. En effet, durant le procès, des centaines de personnes autres que les victimes participantes ont contacté l'équipe du représentant légal en se déclarant victimes des événements couverts par les charges et en se disant frustrées du fait de ne pas avoir eu l'occasion de remplir la demande de participation. L'histoire de chacune des victimes, bien que liée aux mêmes événements, est unique en son genre. L'expérience de chaque victime est extrêmement douloureuse, voire choquante. Le préjudice subi par chacune des victimes est unique, individuel et incomparable avec aucun autre. Et dans la quasi-totalité des cas, ce préjudice est irréparable. En l'absence de toute assistance depuis les événements, de nombreuses victimes souffrent toujours de blessures physiques et de problèmes psychologiques et émotionnels, de cauchemars et de mauvais souvenirs. Certaines parmi elles ont même développé des signes inquiétants qui ont trait au désordre du stress post-traumatique. Plusieurs victimes ont préféré noyer leur douleur et leur chagrin dans l'alcool ou dans la drogue. La grande majorité des victimes a dû abandonner ses projets d'avenir ou bien a perdu des opportunités de développement. Plusieurs bâtiments communautaires dans les villages concernés, tels que écoles, hôpitaux et églises, continuent à rester détruits ou endommagés. Certains de ces bâtiments ont été restaurés, bien que partiellement seulement, avec de très peu moyens des villageois eux-mêmes. 15 ans après les événements tragiques, les victimes que je représente ont réussi à apprendre à cohabiter en paix aux côtés de leurs ennemis d'hier. Or, les récentes tensions interethniques en Ituri n'ont fait que démontrer à quel point la paix est fragile. C'est parce que lorsqu'il s'agit des victimes des crimes les plus graves sur le plan international, la paix et la justice sont les concepts intimement liés. Et puisque la paix ne saurait s'installer sans la justice pour les victimes. La paix et la justice sont à la fois l'objectif et le processus, qui sont complexes et ne sont jamais faciles, et se traduisent forcément en réalité en parcours long et douloureux, qui implique le besoin d'aborder les souffrances des victimes, la recherche et l'établissement de la vérité,
la punition des responsables et la réparation pour les victimes. Le chemin vers la paix ne prévoit pas de solution standard, mais bien au contraire est toujours individualisé. Ce processus requiert de la part de chaque victime de considérer sa propre expérience douloureuse, de l'admettre et de déterminer les voies possibles en termes de la justice et de la réparation. Le chemin vers la paix durable a aussi un composant communautaire et implique pour les victimes la réconciliation avec leurs ennemis d'hier afin de pouvoir cohabiter ou pour le moins coexister sans haine et crainte. La participation et la contribution des victimes dans le processus aux fins de la recherche et de l'établissement de la vérité sont des étapes essentielles du chemin vers la conciliation et la paix durable, au niveau familial, social et communautaire, mais aussi ont des effets curatifs et réparateurs au niveau individuel. Nous avons souvent entendu tout au long de ce procès, de la part de la défense, que les victimes avaient joué un rôle du procureur bis. C'est bien à tort. C'est parce que l'intérêt essentiel qui a dirigé l'ensemble des victimes vers la Cour pénale internationale, c'est leur souhait de réaliser effectivement, par différentes formes de contribution positive, leur droit à la vérité et à la justice, tel que leur est énoncé par le statut de Rome. Donc les victimes ne sont pas là pour se substituer au bureau du procureur. Les victimes ne sont pas là pour assister le procureur. Mais les victimes ne sont pas là non plus pour servir de pur symbole, au nom de qui et pour qui la Cour pénale internationale rend la justice. Les victimes jouent un rôle indépendant et distinct par rapport au procureur. Et leurs intérêts peuvent très bien ne pas coïncider avec les intérêts du procureur. À cet égard, les victimes peuvent ne pas être entièrement d'accord avec le choix du procureur quant aux paramètres matériels, temporels ou territoriaux d'une affaire. Ils n'ont aucune influence sur ce choix. Mais les victimes ont sans aucun doute le droit de savoir exactement ce qui s'est passé véritablement dans le cadre des paramètres de l'affaire, tels que déterminés. Et aussi, ils ont le droit de savoir qui et dans quelle mesure est responsable des atrocités dont elles-mêmes ont directement ou indirectement souffert. Lorsqu'une victime est appelée par le procureur en tant que témoin, elle est certes demandée de fournir des éléments de preuve. Mais ce qui est essentiel d'un point de vue de la victime est que la déposition en tant que témoin constitue l'unique opportunité pour les victimes de réaliser effectivement son droit à être écouté et à être entendu. Ce qui constitue un autre composant important de son droit à la vérité et à la justice. Et en particulier l'opportunité de raconter sa propre histoire et de se partager avec les juges de sa propre expérience douloureuse. Cette expérience individuelle de chaque victime est aussi la preuve de première main de la nature de l'étendue de la victimisation, découlant de la commission des crimes tels qu'imputés à l'accusé, et constitue un des éléments à prendre en considération aux fins de détermination de la responsabilité pénale de l'accusé, et aussi de la forme de peine à être infligée par les personnes éventuellement condamnées. Dans ce procès, 13 victimes des attaques ont été appelées par l'accusation en tant que témoins. En outre, 3 victimes des attaques ont été appelées par leur représentant légal pour présenter des éléments de preuve et 5 victimes pour présenter leurs vues et préoccupations. Ayant accepté de faire un tel long voyage jusqu'à La Haye pour déposer devant la Cour, les victimes ont fait preuve d'un énorme courage et d'un énorme engagement.
Et cela non seulement parce qu'une grande partie de ces victimes n'a jamais quitté son village respectif, mais aussi et surtout parce que les dépositions devant la CPI est une épreuve extrêmement difficile et défiante. Pour ceux qui ont souffert eux-mêmes de crimes les plus atroces sur le plan international, qui choquent la conscience de l'humanité. Et cela non seulement parce que cette épreuve-là implique la nécessité pour les victimes de se mettre dans les conditions solennelles d'une salle d'audience, de se prononcer directement devant les juges, sous l'observation des caméras et du public, de répondre à des multiples questions des parties et des participants, mais aussi et surtout parce que cette épreuve-là requiert des victimes la nécessité de se souvenir et de relater à maintes reprises les détails de leur expérience douloureuse, expérience que les victimes elles-mêmes auraient préféré oublier. À cet égard, tout au long du procès, nous avons souvent entendu la défense alléguer que les témoins de l'accusation et les victimes appelées par le représentant légal seraient venus à l'aide pour mentir, qu'ils auraient inventé, voire falsifié leurs témoignages, mais aussi que les victimes auraient fourni de fausses déclarations dans leur demande de participation. La question logique qui se pose à cet égard est celle de savoir quelle peut être la raison ou l'objectif qui aurait poussé toutes ces personnes-là à fournir de faux témoignages compte tenu de ce grand nombre de difficultés et de défis auxquels les victimes devaient faire face avant, pendant et après leur déposition. Puisque la défense évoque un intérêt financier, outre le fait que nous n'avons jamais entendu la défense préciser en quoi consistait cet intérêt financier allégué. Pour répondre à cette question, il suffit simplement de se rendre dans les endroits où les victimes habitent, pour voir les conditions d'extrême pauvreté dans lesquelles elles se trouvent, et que leur situation n'a certainement pas amélioré depuis le moment lorsqu'ils ont accepté de participer à cette procédure, en tant que victimes ou en tant que témoins. Mais bien au contraire, leur situation n'a fait qu'empirer avec le temps qui coule. Comment peut-on sérieusement mettre en doute la sincérité de toutes ces victimes qui ont eu le courage de venir témoigner et de relater les détails douloureux, intimes et délicats de leur expérience? Eu égard, et cela on s'en souvient, à toutes ces émotions dégagées et les larmes coulées par les victimes au cours de leur déposition. Un risque de représailles de la part de ceux qui soutiennent encore toujours l'accusé et qui habitent aux côtés des victimes des attaques était un autre défi majeur auquel toute victime ayant accepté de témoigner devait faire face et dont toute victime était pleinement consciente. Quel intérêt, autre que celui de contribuer à la vérité et à la justice, aurait pu pousser les victimes à venir témoigner, tout en sachant que cette déposition peut donner lieu à des ennuis au regard de leur bien-être au moins, et même à des dangers à leur sécurité et celle de leur famille une fois de retour dans leur village. Par ailleurs, plusieurs victimes des attaques ont connu des soucis de sécurité de différentes tailles. Une fois rentrées chez elles, en raison de leur déposition devant la cour. Mais aucune de ces victimes n'a jamais exprimé de regret d'avoir accepté de témoigner. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, mis à part ces 21 victimes qui ont eu l'occasion de comparaître en personne devant votre Chambre, la plupart des victimes des attaques ont participé au procès dans la présente affaire par le biais de leur représentant légal. Ces victimes, bien que se retrouvant sur le terrain dans les différents villages de l'Ituri, à Mongvalou ou à Bambou, à Nyangaray ou à Kilo, à Kobu ou à Lépri,
avait été bel et bien présente tous les jours ici avec nous à La Haye. C'est parce que tout au long du procès, les victimes ont démontré leur plein engagement envers les intérêts de la justice, leur motivation de contribuer à la recherche de la vérité, mais aussi leur confiance envers la Cour pénale internationale. Et je voudrais les remercier sincèrement pour cela. Tout au long de ces 3 années du procès, notre équipe de la représentation légale, en tout cas je l'espère, a fait tout dans la mesure du possible pour rapprocher les victimes plus près de la Cour, pour permettre aux victimes de se sentir d'être effectivement et véritablement impliquées dans la procédure et d'y jouer un rôle central, tel que leur est conféré par le statut de Rome, et pour assurer que la voix des victimes soit écoutée et entendue devant la Cour. Depuis notre désignation, notre équipe a effectué 33 missions sur le terrain, durant lesquelles les victimes avaient l'occasion d'exprimer leurs attentes envers la justice, leurs vues et préoccupations, et aussi parfois leurs frustrations par rapport aux différents aspects de l'affaire et du déroulement de la procédure. En plus, les victimes avaient, depuis le début, la possibilité de nous faire part de leurs vues et préoccupations à base quotidienne, par voie d'une ligne téléphonique locale disponible aux victimes 24 heures sur 24. Et je dois dire que les victimes ont pleinement profité de cette opportunité, en nous contactant régulièrement, y compris souvent dans la nuit. Et je voudrais à cet égard remercier ma collègue conseil sur le terrain, M. Cheryl Luzaizou, qui est en charge de cette chaîne de communication, pour son plein engagement et pour sa patience. Je ne vais donner qu'un petit échantillon des vues et préoccupations exprimées par les victimes au regard de certains aspects du procès. Tout d'abord, les victimes se sont dites satisfaites au regard des éléments de preuve présentés par l'accusation au cours du procès, tout en indiquant que ces éléments de preuve font fidèlement reflet de ce qui s'est véritablement passé pendant les événements couverts par les charges. Elles se sont toutefois dites frustrées du fait que le procès a pris un certain retard, dû notamment à plusieurs extensions de délai accordées aux parties aux différents stades de la procédure. Elles espèrent aussi que le jugement de la Chambre sur la responsabilité pénale de l'accusé sera délivré au plus vite et sans aucun retard. C'est parce que le temps est très précieux pour les victimes qui attendent la justice depuis 15 ans. En revanche, les victimes ont exprimé leur profonde frustration, voire indignation, au regard de certains aspects du comportement de l'accusé au cours du procès. En particulier, les victimes se sont dites perplexes et frustrées face à les situations lorsque l'accusé, tout en se trouvant au centre de détention de la CPI, sous la plus haute surveillance que possible, a pu communiquer avec ses contacts extérieurs de façon à divulguer des informations hautement confidentielles et à donner des instructions aux fins d'intimidation des témoins de l'accusation. Les victimes ont exprimé également leur profonde frustration face à les situations lorsque l'accusé a refusé à un certain moment de se rendre dans la salle d'audience pour assister au procès à son encontre, en raison de son désaccord avec l'impossibilité de recevoir des visites de sa femme, alors que c'est bien le comportement de l'accusé lui-même qui était à l'origine des restrictions imposées à ses contacts extérieurs. Selon les victimes, le refus de l'accusé d'assister à son procès pour la raison avancée constitue bel et bien un manque de respect envers la justice et envers les victimes. En outre, les victimes qui avaient suivi attentivement le témoignage de l'accusé
s'interrogeait avec préoccupation sur les raisons pour lesquelles l'accusé avait été autorisé à parler longuement, sur les aspects qui n'ont qu'une ou très peu pertinence pour l'affaire, et qui concernent les périodes bien au-delà de la période couverte par les charges. Tout en notant que les témoins de l'accusation, y compris les victimes appelées à témoigner, avaient été systématiquement demandés de se tenir strictement des paramètres des charges. Les victimes qui avaient suivi les déclarations de l'accusé ont pu remarquer des changements dans sa façon de témoignage. Lorsqu'il avait été demandé de répondre aux questions qui se rapportaient bel et bien aux événements couverts par les charges. En particulier, les victimes ont remarqué que l'accusé, qui répondait avec certitude et de façon très développée aux questions relatives aux événements antérieurs, avait commencé d'emblée, s'agissant des questions relatives aux événements couverts par les charges, de donner des réponses de façon brève ou bien très générale ou non précise, tout en demandant systématiquement de répéter la question posée comme s'il ne l'avait pas comprise. Les victimes ont noté également l'instruction donnée par le juge président à l'accusé de devoir regarder la chambre pendant ses réponses. Les victimes demandent respectueusement à la chambre d'évaluer les crédibilités du témoignage de l'accusé, eu égard à la fois à son contenu et à la façon dont il avait été présenté. Concernant plus généralement la présentation de la preuve par la défense, les victimes ont avoué qu'ils se sont sentis vivre deux réalités parallèles. En effet, d'un côté, ils ont vécu une réalité présentée par l'accusation, qui se base sur un nombre abondant des éléments de preuve, y compris des dizaines de déclarations de témoins, de multiples preuves documentaires et d'actes d'expertise. De notre côté, ils ont vécu une autre réalité, celle présentée par la défense, qui ne se base toutefois que sur le témoignage de l'accusé lui-même, auquel la défense a préféré n'apporter aucune ou très peu de corroboration. Sur le dernier point et en ligne avec les vues et préoccupations des victimes, voici quelques remarques additionnelles. La défense tend à faire valoir que l'accusé est une victime d'une pure fabrication, et donc d'une sorte de complot, prétendument formé par les témoins et les intermédiaires de l'accusation, mais aussi par les victimes, et apparemment le monde entier, au fin d'imposer toutes les responsabilités sur les crimes commis en Ituri en 2002-2003 sur lui-même. Mais puisque nous ne sommes pas là, aujourd'hui, pour parler de tous les crimes éventuellement commis en Ituri, mais seulement des crimes commis par les troupes de l'UPC-FPLC, dans le cadre des paramètres définis par les charges, plusieurs questions logiques se posent à cet égard. Tout d'abord, pourquoi donc ce complot allégué est dirigé spécifiquement contre Bosco Ntaganda? Pour quelles raisons et avec quel objectif? Pourquoi c'est bien Bosco Ntaganda qui avait été pointé, à tort selon la défense, comme responsable principal des crimes commis par les troupes de l'UPC-FPLC dans les différents villages concernés, à l'unanimité par tous les témoins et par toutes les victimes, aussi bien par ces 21 victimes qui sont venues témoigner, mais aussi par l'ensemble de toutes les victimes des attaques, ce qui est reflété dans leur demande de participation.
Pourquoi ce n'est pas, par exemple, Thomas Lubanga-Diallo ou Floribert Kisembo, ou encore les commandants de l'UPC FPLC, qui dirigeaient en personne les opérations militaires de l'UPC dans de différents villages, qui avaient été mentionnés comme responsables. Pourquoi, en faisant référence aux troupes de l'UPC FPLC, plusieurs témoins et victimes avaient préféré d'utiliser plutôt l'expression des gens de Bosco ou des soldats de Bosco, et non pas, par exemple, des soldats de Lubanga, de Kisembo ou de Salomou. Et enfin, pourquoi ce fameux surnom Terminateur, dont l'accusé s'est fait attribuer et qui s'est fait connaître bien largement à travers tout l'Ituri et bien au-delà. Le surnom qu'on ne saurait que difficilement attribuer à quelqu'un uniquement pour ses qualités prétendues d'un soldat brave et glorieux. Pour les victimes, la réponse est simple. C'est parce que ce portrait-là, d'un grand responsable de toutes les atrocités commises par les troupes de l'UPC-FPLC, lors des événements couverts par les charges, qui s'est fait dessiner, nuancer et compléter tout au long du procès, correspond bel et bien entièrement au profil de l'accusé, donc Bosco Ntaganda, et à personne d'autre, et ce avec toute théorie de complot dénuée de tout fondement. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, au nom des victimes des attaques, le représentant légal réitère entièrement ses conclusions écrites, ainsi que sa réponse aux conclusions écrites présentées par la défense. Il soumet respectueusement que la responsabilité pénale de M. Bosco Ntaganda a été établie au-delà de tout doute raisonnable, par les éléments de preuve présentés par l'accusation et par les victimes, et que par conséquent, l'accusé doit être reconnu coupable au regard de tous les chefs d'accusation lui imputés. Monsieur le Président, avec l'autorisation de la Chambre, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Maître Chérine Louzaïzou, qui va continuer et compléter la présentation de déclaration de clôture au nom des victimes des attaques. Je vous remercie. Thank you, Mr. Sapoon. All right, Ms. Louzaïzou, you have the floor. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable juge, après les événements malheureux et tragiques de 2002-2003, la situation des victimes est devenue plus que précaire. La plupart des victimes vivent aujourd'hui dans des conditions financières et humanitaires déplorables. En effet, plusieurs victimes se sont vite dépossédées de tous les biens qui étaient les leurs. Des membres des familles tués, égorgés, découpés à la machette, des maisons et villages entiers incendiés, des troupeaux de bétail emportés, des champs détruits, des commerces saccagés et pillés, sans compter la destruction des édifices publics ou communautaires tels que les églises, écoles, hôpitaux, marchés, centres de santé. Du jour au lendemain, les victimes se retrouvèrent sans rien. Il fallait repartir à zéro, tout reconstruire, simplement parce qu'elles étaient lindous, si pas assimilées aux lindous. Monsieur le Président, honorable juge, je vais donner quelques exemples qui démontrent la situation dans laquelle se trouvent les victimes des attaques. Sorry, Ms. Louzaïzou, please slightly slow down. Thank you. Merci. Je vais donner quelques exemples qui démontrent la situation dans laquelle se trouvent les victimes des attaques ainsi que les villages les plus touchés par les événements de 2002-2003 en Ituri. D'emblée, je souligne qu'en ce qui concerne les victimes dont il sera fait état ici, il ne s'agit nullement d'autre chose en dehors de la présentation de leurs vies et préoccupations.
la présentation des situations qu'elles ont vécues et qu'elles vivent. C'est là pour démontrer les conséquences des événements sur elles ainsi que sur leur communauté. Toutefois, avant d'en arriver là, je passerai en revue, quoique d'une manière non exhaustive, la situation des quelques villages à ces jours, des suites des attaques ayant endeuillé la province de l'Ituri en 2002-2003, principalement dans les territoires de Djougou et de Mahagi. Dans le centre de la cité de Bambou, il y a eu la destruction de l'église protestante de Sekavin. Et une grande plantation qui appartenait à cette église avait été saccagée lors des dites attaques. L'hôpital de Kilomoto connut de dégâts importants. Les portes furent cassées. L'ambulance de l'hôpital emportée. Des tôles emportées. Les matériels médicaux pillés. Jusqu'à ce jour, rien n'a été réhabilité. La société Kilomoto étant elle-même en difficulté. L'église Sekavin, à laquelle j'ai fait état plus haut, a été tant soit peu reconstruite par les fidèles. Dans les villages des Kilo, les tôles des écoles primaires catholiques EP 1 et 2 furent enlevées et les bâtiments incendiés. Les biens de la mission protestante de Itendei, cité qui se trouve à plus ou moins 9 km de Kilo, où se trouvait un hôpital, furent pillés et emportés, tels que du carburant, un Land Rover, des appareils radiophoniques. L'école primaire de Kilo Mission a été pillée et n'a pas été réhabilitée jusqu'à ce jour, alors que la valeur de l'instruction des enfants n'est plus à démontrer. Toujours à Kilo Mission, l'Institut Zabouki est une école secondaire catholique, avait été pillée puis incendiée. Je ferai état maintenant du village de Lipri. Dans ce village, il y avait un grand marché de renom avec des étalages. Celui-ci fut totalement brûlé. Les maisons furent incendiées. Les tôles du poste de santé de Lipri furent enlevées et les bâtiments incendiés. À ce jour, une ONG Atlas Logistique a reconstruit les bâtiments de la maternité et réhabilité les centres de santé. L'église catholique du village avait été détruite et reconstruite à ce jour tant bien que mal par les fidèles. Dans les villages de Ngwanchulu, aux alentours de Lipri, une école primaire EPC fut incendiée. Cette école a été reconstruite tant soit peu par les villageois qui ont construit 4 salles de classe pour permettre aux enfants du village de pouvoir être scolarisés. Au village Boundé, toujours aux alentours de Lipri, il y a eu la destruction de l'église protestante C39. Au village Kwapi, il y avait un poste de santé en paille qui avait été détruit et incendié lors des attaques. À ce jour, les villageois l'ont reconstruit sans aucune aide extérieure. À Nyangaray, l'église CK20 avait été détruite par des bombes. Les maisons furent détruites et incendiées. Les biens des villageois emportés. Les tôles de l'Institut Nyangaray furent enlevées et l'école primaire EP 1 et 2 fut incendiée. Actuellement, l'UNICEF a aidé à reconstruire l'école EP2 moyennant 6 classes, un bureau et des latrines. Malheureusement, il n'y a pas de bancs. Les élèves s'assoient à même le sol. Le grand marché de Nyangaray fut brûlé, mais actuellement, une ONG a réhabilité 2 hangars. L'hôpital général de référence de Nyangaray a vu ses tôles être enlevées et emportées. Les villageois ont tant soit peu reconstruit une forme de maternité. Ils n'ont rien reçu du gouvernement, ni des ONG après la guerre,
sauf la reconstruction d'une école par l'UNICEF. Au village de Kobu, il y a eu plusieurs destructions des écoles. L'église catholique de Kobu fut incendiée et reconstruite à ses jours par les fidèles. La salle polyvalente de Kobu fut détruite. L'église Fepakon Zambemala a été incendiée. Une école fut détruite à Tchouja, village qui se situe aux environs de Kobu, et reconstruite par les villageois. Le marché de Kobu, qui avait plusieurs étalages, fut détruit. Dans la cité de Mongwalu, l'hôpital général fut pillé et saccagé. Le laboratoire de l'usine de Kilomoto fut détruit. Au cours de cette époque, plusieurs villages furent incendiés, tels que Lipri, Nyangarai, Mbinjo, Bouli, Djichu, Ngabouli, Tsili. Les victimes ont vu leur maison partir en fumée. Monsieur le Président, honorable juge, que de préjudices incommensurables. Et jusqu'à ce jour, ces faits demeurent impunis. Plusieurs victimes ont vécu des actes inhumains et dégradants. Les populations civiles qui n'avaient rien à voir avec le but de cette guerre ont eu à payer un lourd tribut. Ils ont vu leurs biens pillés, leurs champs dévastés, leurs troupeaux de bétail emportés, leurs femmes et enfants violés, leurs frères et sœurs tués, simplement parce qu'ils étaient pour la plupart de l'ethnie Lendu. Tel est le cas de la victime A, barre 30, 285, barre 15, qui a perdu son père et a vu sa maison saccagée. Des familles entières ont été décimées, à l'instar de celles du A, barre 00643, barre 13, dont plusieurs membres de famille furent tués à Nyangarai. Son frère fut égorgé. Sa sœur qui était enceinte fut éventrée. Son corps sera retrouvé plus tard en décomposition. 3 de ses fils furent découpés à la machette à Lopa. Et elle apprit bien plus tard qu'ils avaient été enterrés dans une fosse commune. Pour une telle mère, comment oublier cet épisode de vie? Vos enfants, fruits de vos entrailles, furent lâchement et sauvagement abattus pour des raisons qu'elle a d'ailleurs du mal à comprendre jusqu'à ce jour. La victime A, barre 011, 07, barre 13, a perdu 2 de ses frères, tués lors du soi-disant réunion de réconciliation de Kobu. La mère de la victime A, barre 0045, barre 13, qui était déjà très âgée, fut tuée par les soldats à Tekwari, ainsi que l'un de ses fils. La victime A, barre 012, 43, barre 13, a au cours de ces attaques perdu un de ses petits frères, 2 de ses grands frères, ainsi que 2 oncles paternels. Son petit frère et ses grands frères furent tués par des soldats lors de ces différentes attaques devant lui. C'était vers Bouanga. La victime A, barre 30, 101, barre 15, a vu aussi sa famille disparaître au cours de ces attaques. Elle perdit 3 de ses enfants qui furent tués à Bouli. Elle a en outre perdu 4 de ses frères, sa sœur ainsi que son père, tués vers Kilo. La majorité des victimes lors des attaques s'enfuyaient dans la forêt pour s'y cacher et la vie n'était pas facile. Il leur était difficile de trouver de quoi se nourrir. Elles manquaient des vivres de première nécessité. Elles manquaient du tout. Les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. Elles étaient obligées de courir le risque de sortir de leur cachette pour aller chercher des vivres par crainte de mourir de faim.
Plusieurs tombaient nez à nez avec les soldats du FLPC qui régnaient en maître et étaient tués. La victime A, barre 00795, barre 13, qui avait fui la guerre à partir de Sayo dans la forêt, accompagné de son fils d'à peine 10 ans, s'était vu obligé de dormir à même le sol, à la belle étoile, bravant le froid de la nuit. Des femmes enceintes, contraintes de marcher pendant des kilomètres et d'accoucher en pleine brousse dans des conditions inhumaines. La victime A, barre 30, 169, barre 15, qui s'était réfugié avec sa famille dans la brousse, en verrant un jour son fils de 11 ans chercher de quoi manger dans un champ voisin. Il sera tué par balle par des soldats et son corps sera retrouvé presque en putréfaction, que d'ailleurs, enterré à la va-vite, il finira par être déterré et mangé par des animaux. 2 autres de ses enfants mourront de malnutrition à cause des conditions difficiles de survie. Les populations civiles ne pouvaient rester dans un seul lieu assez longtemps, car les soldats les pourchassaient. Elles étaient obligées de se déplacer assez fréquemment, ce qui n'était pas chose aisée, surtout avec des femmes, des enfants et des bébés. Lors de ces attaques, les morts étaient enterrés rapidement comme des animaux, par peur de se faire surprendre par des soldats du FLPC. Monsieur le Président, honorable juge, de ce fait, certaines victimes ont vu le leur disparaître pour toujours sans nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Tués incognito, des corps laissés à l'abandon, des corps sans vie, des corps sans sépulcre. La victime A, barre 00429, barre 13 par exemple, a perdu beaucoup de membres de sa famille, mais elle n'a pas pu les enterrer. Sa grande sœur, son beau-frère, son fils qui avait 14 ans, ainsi que son oncle paternel. Ils ont tous été tués à Mongwalu, selon des témoignages, mais leurs corps ne furent jamais retrouvés. Il en est de même du A, barre 00795, barre 13, qui n'a plus de nouvelles de son oncle depuis 2003. La victime A, barre 30, 012, barre 15, qui avait assisté à l'enlèvement de son père une nuit à Kilo, ne l'a plus revu depuis. Culturellement, en Afrique subsaharienne, il est quasi impossible de faire son deuil tant que la personne décédée n'a pas été enterrée. Les morts sont valorisés et les funérailles sont des occasions favorables pour prôner les qualités de leurs relations et les vertus de ces défunts, dont on dit qu'ils ne sont pas morts. Les funérailles donnent lieu à des manifestations multiformes. Les gens se rassemblent, ils mangent et boivent, ils chantent, pleurent et dansent autour de leurs morts sans jamais les laisser seuls. Monsieur le Président, honorable juge, ces attaques ont eu, entre autres, pour conséquence des pertes d'opportunités, du manque de possibilités de développement. La victime A, barre 01480, qui n'avait que 9 ans à l'époque des attaques, s'était réfugiée dans la brousse avec ses parents vers le village Mbinjo. Et lorsque la disette vint, son père partit à la recherche de la nourriture. Il ne rentrera pas. Et son corps sera retrouvé plus tard découpé en plein village de Mbinjo. Le souvenir du corps de son père découpé le hante jusqu'à ce jour. Il avait en outre assisté au décès de sa sœur cadette de plus ou moins 9 mois suite à des problèmes de malnutrition, faute de nourriture et de médicaments. Bien qu'étant assez jeune à l'époque, il a gardé ce souvenir au-dedans de lui. Contraint d'aller vivre chez son oncle à Bougne avec sa sœur et sa mère, celle-ci décédera en 2004, une année après le décès de son père, quand n'ayant pas supporté le choc du décès de son mari. Cette victime a dû batailler avec la vie, étant donné que son oncle avait aussi sa propre progéniture à scolariser. Il aurait aimé poursuivre des études d'ingénierie, mais en tant qu'orphelin,
cela lui était difficile, par manque de soutien financier. Sa sœur non plus n'a pas été en mesure de faire des études. Lorsqu'on discute avec lui, son regret est que si son père était vivant, il aurait certainement fait des études assez poussées. Avec la mort de son père, c'est en quelque sorte son avenir qui avait été hypothéqué, une perte d'opportunité. Que dire de la victime A-0093-13, qui avait une porcherie assez florissante à Djougou Centre au moment des faits. Tout a été pillé pendant les attaques. Elle n'a eu le temps que de sauver sa vie. Au moment des attaques, elle était mariée mais avait des problèmes de conception qui demandaient un suivi médical. Mais après les attaques et au regard du fait que sa porcherie avait été pillée et qu'elle avait perdu ses biens, financièrement, elle n'était plus en mesure de subvenir au coût des soins médicaux. Son mariage a été brisé à cause du manque de progéniture. Elle s'est dit aujourd'hui que si la guerre n'était pas intervenue, elle aurait pu faire face aux frais médicaux en continuant son traitement et aurait sauvé son mariage en ayant des enfants. La victime A-00795-13 avait toujours pensé poursuivre des études de psychologie à l'université de Kisangani, mais ayant été dépouillée de tout lors des attaques, n'a plus financièrement été en mesure de le faire. Aujourd'hui, il essaye tant bien que mal de gagner sa vie en faisant des travaux des champs. Plusieurs victimes gardent des séquelles de ces attaques, telles que le A-00256-13, qui jusqu'à ces jours, suite aux coups reçus, lorsqu'il avait été arrêté par des soldats et emmené à Nizi, il ne peut rester longtemps ni en position debout, ni en position assise. Il souffre jusqu'à ces jours et il souffrira certainement jusqu'à sa mort. Il est obligé quotidiennement de prendre des analgésiques. La victime A-011-17-13 était un enseignant exemplaire à l'école primaire de Niangarai avant la guerre. Suite au traumatisme de celle-ci, elle s'était mise à boire et était devenue quasiment l'ivrogne du village. Il finira d'ailleurs par attraper la cirrhose et il est décédé il y a de cela 6 mois. Il n'avait reçu aucun suivi psychologique qui aurait pu le sortir de ce triste état. Monsieur le Président, honorable juge, si je dois faire état de manière particulière de la situation de chaque 1846 victimes admises à participer que nous représentons en termes de préjudice physique, moral, psychologique et de perte d'opportunités, même si nous avait été accordé 150 heures, cela ne suffirait pas. Les victimes de violences sexuelles, il y en a eu en cette période. La victime A-30-087-15, en plus d'avoir perdu 2 membres de famille et 2 de ses enfants, en plus d'avoir passé des moments difficiles en forêt, dormant à la belle étoile, bravant la disette jusqu'à la malnutrition, elle et ses 2 filles, alors qu'elles étaient en Ngongo, après avoir été contraintes de transporter les butins des soldats à Lipri et à Kunda, elles furent violées. Et elle le fut par 3 soldats. La victime A-00893-13 fut violée par des soldats alors que tentait de s'enfuir de Mongwalu vers Sayo lors de l'une des attaques de Mongwalu. Ayant perdu connaissance, elle ne retrouvera de mémoire que dans un centre de santé. Jusqu'à ces jours, elle est restée psychologiquement très fragile. Toutes ces femmes ont vécu de violences terribles. Elles ont été salies dans leur intimité profonde. Et dans les chauds des attaques, elles ne pouvaient même pas se confier. Aujourd'hui, au-delà du rejet et de la stigmatisation, certaines ont des problèmes sanitaires difficiles à gérer, des problèmes psychologiques, des problèmes médicaux liés à la tension artérielle,
aux migraines récurrentes, des nuits difficiles, des cauchemars, des problèmes relationnels. C'est des femmes qui doivent se battre pour être en mesure de vivre avec ces souvenirs. Elles pleurent et souffrent encore lorsqu'elles sont appelées à remémorer ces instants douloureux. Beaucoup d'autres dans l'anonymat n'ont pas le courage de se confier, gardant au-dedans d'elles cette lourde charge émotionnelle et psychologique. C'est sans compter avec la honte qui découle de cet acte, surtout que les villages sont petits et tout s'ébruite facilement. Elles ont non seulement connu la terreur d'un rapport sexuel non consenti, mais aussi elles sont obligées de faire face au poids de la stigmatisation toute leur vie. Monsieur le Président, honorable juge, beaucoup de victimes décèdent, mais les survivants ont entendu ce jour avec impatience. Certains ont connu la terreur de mourir, d'autres la terreur du viol, certaines autres encore la terreur d'un avenir incertain. Aujourd'hui, la quasi-majorité n'a pas pu se refaire une santé financière. Ayant tout perdu, elles n'ont rien récupéré. Les victimes se retrouvent plus pauvres qu'avant les attaques et les charges familiales sont énormes, car contraintes de prendre avec elles les orphelins de la guerre. Elles se retrouvent avec 10, voire 12 ou 15 enfants à charge. Beaucoup étaient propriétaires des maisons avant les attaques. Mais avec les incendies des villages et au regard du poids de l'âge de certaines, elles ne sont plus à même de se construire de nouvelles habitations. Il est certes vrai que les victimes survivantes tentent, tant bien que mal, à se refaire une vie. Elles essayent de renaître de leurs cendres, car beaucoup d'entre elles sont croyants. Mais lorsque vous visitez des villages tels que Lipri, Nyangaray, Bambou et les environs, vous sentez la misère accrue du fait de ces multiples attaques du FLPC. Le FLPC a laissé des stigmates énormes. C'est des centaines d'enfants en néant, d'apparence rachitique, et beaucoup d'orphelins qui, aujourd'hui adolescents, qui souvent ne fréquentent même pas l'école, car la charge familiale qui incombe aux survivants est trop lourde à porter. Monsieur le Président, honorable juge, nous représentons 1846 victimes éparpillées dans une vingtaine de villages en Ituri et en dehors. Et en tant que conseil de terrain, les victimes nous contactent à tout moment, de nuit comme de jour. Elles font état de leurs problèmes quotidiens, les difficultés de se reconstruire une vie, les difficultés d'accès aux soins de santé, les difficultés de se lancer dans un travail générateur de revenus, les difficultés de la scolarisation des enfants, des orphelins, les difficultés de se nourrir, de nourrir les orphelins, celles de se vêtir convenablement. Elles nous questionnent sur l'état de la procédure du procès. Elles veulent savoir quand est-ce que cela prendra fin, car c'est depuis plus de 10 ans qu'elles sont dans l'attente. Certaines fois, elles ont du mal à faire une limite entre le travail de la Cour et leur bien-être social. C'est ainsi qu'elles nous contactent même lorsqu'elles ne savent comment payer les frais scolaires des enfants ou encore la facture pour une sortie de maternité ou à l'occasion d'un deuil familial en attendant de nous une contribution financière. Comme il faut le constater, les desiderata des victimes sont de tous ordres, pécuniaires, psychologiques, médicales. Les victimes attendent une assistance. Elles veulent savoir quand est-ce qu'elles pourront être aidées par la Cour. Elles veulent savoir si elles pourront être dédommagées, si leurs maisons seront reconstruites, si les écoles et centres de santé seront reconstruits, si elles auront droit à des remboursements. Plus de 10 ans Sorry, excuse me, Ms. Luzaisu. 1 hour granted to LRV closing brief,
expired 5 minutes ago. I don't want to be too strict, but how much time you think you will need to complete? 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes is fine. Please, go ahead. Pas plus de 5 minutes, Monsieur le Président. All right. Merci beaucoup. Plus de 10 ans après, plusieurs sont décédés et les survivants s'impatientent. Nous partageons avec elles le souci lié aux problèmes sécuritaires des Luturi, à l'exemple de ce qui s'est passé entre janvier et avril 2018. Il y avait eu des attaques dans plusieurs villages dans les territoires de Djougou. Les victimes étaient stressées, traumatisées à nouveau, et les souvenirs des années difficiles avaient refait surface. Certaines victimes avaient même quitté leur village dans la crainte d'une aggravation des événements comme en 2002-2003. Cette situation décrite ci-dessus a eu pour conséquence, et ce, jusqu'à ce jour, une situation humanitaire inquiétante pour les déplacés de Djougou. Nous avons pour les victimes que nous représentons toujours une oreille attentive. Ayant cheminé avec elles depuis près de 4 ans, une confiance s'est établie. Même les victimes de violences sexuelles ont facile à nous approcher désormais afin de partager avec nous ce qui le ronge. Monsieur le Président, honorable juge, le temps effacera-t-il cet épisode tragique et douloureux de la vie des victimes? Que non, elles vont devoir supporter à jamais le poids de cette guerre, de ces attaques inutiles et égoïstes. Le temps n'efface rien du tout. Qu'est-ce qui pourrait remplacer la perte d'un être cher? Qu'est-ce qui pourrait effacer les traces d'un viol dans le corps d'une femme? Les victimes participantes attendent le jugement de cette Cour. Elles espèrent que la Cour, au regard de la compétence qui est la sienne, au regard des crimes qui ont été portés par devant elles, que justice sera faite. Il est certes vrai que les morts ne reviendront plus, mais il y a toujours une satisfaction morale qui s'attache à une justice juste. Les victimes que nous représentons font totalement confiance à la Cour pénale internationale. Ceci conclut les déclarations finales des victimes des attaques sur les populations civiles. Je vous remercie. Thank you very much, Ms. Lozaiso. Again, thank you very much, Mr. Supron. So now we will break, but since we spare 10 minutes roughly, we can also move those 10 minutes to the next session. So to be precise, we will now reconvene at 11:20, and the next session will last till 1 o'clock. Is it okay with you, Defense? Absolutely, Mr. President. Thank you. All right. So now we break. All rise. Veuillez vous lever.